Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition des JT sur la télévision dont voici le sommet. Ce samedi 1er mars 2025, la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Parakou a été le cadre d'une cérémonie d'enterrement empreinte de tristesse et de respect à l'occasion de la disparition tragique du ministre Issabi Kouao. Les détails dans un instant. Le président Patrice Talon a rencontré les membres du comité de pilotage chargé de l'audit de la liste électorale informatisée le lundi 24 février 2025. Au cours de cette séance décisive, Patrice Talon a donné des instructions fermes au comité de pilotage pour la transparence électorale. Les détails dans un instant. Restons toujours au palais de la Marina où le chef de l'État a procédé également dans la matinée du lundi 24 février 2025 à l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Après la veille funèbre pour rendre hommage à Feu Yves Kwabicharo, ex-ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, il s'est tenu ce samedi 1er mars 2025 à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Parakou, une messe corps présent en l'honneur de l'illustre disparu. Cette célébration eucharistique a été officiée par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou. Retour sur cette cérémonie d'hommage avec une équipe de la rédaction de ESAE TV Parakou. C'est dans la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou que parents, collègues, amis, autorités et anonymes ont rendu ce samedi 1er mars 2025 un dernier hommage à Kouao Yves Tchabi, ancien ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui a perdu la vie dans un accident de la circulation le 20 février dernier à l'entrée de Parakou. La douleur était palpable sur les visages, mais l'espoir demeure qu'il repose en paix au regard des nombreux témoignages poignants, saluant unanimement son humilité, son dévouement et sa générosité. Il n'est certainement pas opportun, dans des situations tragiques, de commencer par dire, par exemple, il aurait dû ne pas voyager. Il aurait dû voyager avec telle personne plutôt qu'avec telle autre. Devant le mystère de la mort, c'est le silence et la contemplation qui s'imposent. Remettons donc tout au Seigneur. Il est le Dieu de notre histoire. Mais ces paroles de Ben Sira le sage ne sauraient être prises avec angoisse. C'est plutôt une invitation à renforcer notre relation avec le Seigneur, si peu que dure notre existence. Le plus important est que notre existence soit vécue dans une attitude filiale envers Dieu, une attitude d'enfant aimé, comme nous y invite l'Évangile. En ce moment de deuil et de profonde douleur, membres du gouvernement, familles et autorités locales n'ont cessé de louer les qualités du défunt et souligner l'empreinte indélébile qu'il laisse derrière lui. Mesdames et messieurs, appelé à servir la nation le 25 mai 2021, propose le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwabicharo, a assuré ses hautes charges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité,
de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité l'ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, cadre avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. Le ministre Poirot Yves Chabi s'est engagé en politique sur les traces de son vaillant père. Il militait au sein de sa famille politique avec détermination certes, mais aussi avec beaucoup de hauteur. Rien ne l'ébranlait. Quand bien même le siège de certains jours électoraux s'annonçait parfois courageux, pour lui, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne mène pas. Avec son tempérament d'acteur politique modéré, mais de force conviction, il a su gagner l'estime et la sympathie de la plupart des formations politiques qui, sans tarder, ont témoigné de leur solidarité dans cette difficile épreuve, lorsqu'on est cher et arraché à votre affection. Dans ces diverses fonctions, le ministre Poirot Yves Chabi a servi son pays avec une grande dignité et une loyauté sans équivoque, cherchant toujours à mériter la confiance de ses supérieurs et à réussir la mission qui lui est confiée. Il avait le sens de l'écoute, l'art d'observer et de comprendre ses collaborateurs dans leur grande diversité et leurs différences. Mesdames et messieurs, Poirot Yves Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats grâce au programme contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Humilité, disponibilité, écoute, service et partage, cette fulgurante ascension n'est rien tant que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre utile à vos semblables, en mesure de répondre à ce besoin d'humanité. Voilà l'homme. Et c'est pourquoi ce qui devrait nous importer aujourd'hui, pour rester fidèle à sa vision, à leur bilan de vie, ce ne sont point ces nombreux parsements obtenus au Bénin, au Canada, au Danemark et aux États-Unis, ni les titres reçus, mais cet héritage qu'il laisse à la postérité, ces valeurs que je viens de citer. Élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre national, Poirot Yves Chabi a reçu les hommages mérités de la nation. Tombé les armes à la main, son œuvre restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Après la messe d'hommage du feu Yves Chabi Poirot, quelques autorités présentes à la cérémonie ont rendu hommage aux défunts. Suivons-les au micro de nos reporters. Avec tout ce que nous avions connu du feu ministre Yves Poirot, tous les témoignages que nous avions entendus nous montrent que c'est un bon dirigeant, un bon leader. C'est un exemple d'humilité, un exemple de compétence à imiter par la jeunesse béninoise. Yves était même l'expression de la dignité, l'expression du respect de l'autrui, l'expression même de l'humilité. C'est une grande tristesse et je crois que par la grâce de Dieu, le poste qu'il a laissé, ça ne serait pas vide. Et nous prions et invoquons le Dieu Tout-Puissant de garder sa famille, surtout ses enfants. Nous sommes attristés, comme l'ensemble du pays,
Et nous avons, au niveau de notre parti, voulu honorer la mémoire de ce digne fils et dire que autour des valeurs de ce genre, c'est la République qui est touchée. Et c'est ça que nous sommes venus démontrer ici, que son âme repose en paix et qu'il continue d'inspirer la jeune génération pour le bonheur de tous les Béninois. Le parti Les Démocrates a tenu, avec une forte délégation composée des cadres du parti ainsi que des honorables députés, a tenu à être présent pour rendre un hommage républicain de compassion à la nation, au président, ainsi qu'à la famille éplorée. Parce que nous savons les qualités que tout le monde magnifie aujourd'hui s'enracinent dans le fait que le ministre Yves Kouaro a été des années durant directeur des ressources humaines, et cela sous le régime du président Yahi Boni. Et nous savons également que toutes les qualités que nous magnifions aujourd'hui viennent du fait qu'il appartient à la grande communauté qui a vu naître notre héros national Kaba et qui a su, à cause de ses qualités d'amour de la patrie, de justice, de paix, regrouper toutes les ethnies de la Takura, les Bariba, les Wama, les Natemba, les Otamari, etc., pour défendre la patrie. Donc à partir de ce moment, tous les ressortissants de ces peuples, dans leur vie quotidienne ou bien dans leur accession aux hautes fonctions de la nation, se doivent de transmettre, de faire connaître ces valeurs-là et de les transmettre aux générations à venir. Donc c'est le contexte qui a vu naître Yves Kouaro, qui lui a donné ces qualités-là, qui sont celles de sa communauté, en définitive celles du peuple béninois. C'est pourquoi nous lui rendons un hommage républicain de compassion et souhaitons que ces valeurs-là soient incarnées, transmises aux générations futures. Parce que c'est ainsi que notre pays peut se construire dans la paix, la justice, la démocratie. Qu'il repose en paix, qu'il repose éternellement en paix. Le président Patrice Talon a reçu le lundi 24 février 2025 le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de validation du financement de l'audit avec le décaissement de plus de 159 millions de francs CFA. L'objectif est d'assurer un fichier électoral fiable et de rassurer l'opinion publique sur la transparence du processus électoral. Le compte rendu dans cet élément. En Conseil des ministres, le 19 février 2025, le décaissement de plus de 159 millions de francs CFA a été validé pour le financement de l'audit de la liste électorale. Objectif, garantir un fichier électoral fiable et rassurer l'opinion publique. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Le président de la République réaffirme ainsi sa bonne foi et sa volonté d'accompagner un processus transparent et apaisé. Je comprends très bien, je m'en réjouis.
m'en réjouis et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez compter sur mon enthousiasme. La rencontre a permis un échange direct sur les modalités de l'audit et les garanties d'indépendance des experts impliqués. Il s'agit d'un travail technique. Ça là, je le répète tout le temps, je l'ai répété sur tous les trois, travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison. Comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président de la République. La voie qui est derrière nous, là, c'est là. La marina que vous avez très bien embellie, là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. Avec cet engagement renouvelé à garantir la crédibilité du processus électoral, le comité de pilotage entre désormais dans la phase opérationnelle de l'audit. Un travail de fond qui, selon ses membres, se fera en toute indépendance pour l'intérêt supérieur de la nation. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les membres du Conseil économique et social ont été officiellement installés par le chef de l'État, Patrice Talon. Au total, 21 membres, dont 9 conseillers nationaux et 12 coordonnateurs des conseils départementaux ont pris part à la cérémonie. Le compte-rendu de la cérémonie dans cette capsule vidéo. Une institution repensée, une mission renouvelée. C'est un jour important pour la gouvernance du Bénin. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de membre du Conseil national, du Conseil économique et social, 7e mandature. Désormais, le Conseil économique et social, longtemps resté dans l'ombre, est appelé à jouer un rôle clé dans le développement économique et social du pays. Une mission que le chef de l'État tient à rappeler avec fermeté. Le Conseil économique et social, tel qu'il était, défié, et ayant justifié sa réforme, a besoin maintenant d'être révélé dans ses prérogatives. C'est pour ça que vous qui venez d'être installés officiellement dans vos fonctions, vous avez l'obligation de donner au peuple béninois une autre lecture, une autre compréhension, une autre appréciation du rôle pertinent du Conseil économique et social. De votre efficacité dans la contribution permanente à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs dépendra la longévité d'une institution donc longtemps galvaudée et maintes fois en passe d'être effacée des institutions de la République. Félicitations aux nouveaux membres, mais surtout une exhortation, celle de repenser le CES, de lui redonner son éclat, sa pertinence, pour qu'il ne soit pas victime des réformes à venir. Si la rupture n'a pas eu raison du Conseil économique et social, il faudra, et je le souhaite de tout mon cœur, que ce soit lui, le Conseil économique et social, réformé, qui ait raison de nos appréhensions. Et la suite de la conduite des institutions de la République, de la confirmation de leur pertinence, de leur réforme ou de leur suppression
dépendra désormais de l'image que vous allez donner à cette institution que nous confirmons pertinente. Si vous ne parvenez pas à le faire, les prochaines réformes risquent d'effacer, de supprimer le Conseil économique et social. L'heure n'est plus à la figuration, mais à l'action. C'est depuis juin 2024 que les députés de la 9e législature ont tranché. Par 80 voix contre 28, ils ont adopté une réforme audacieuse. Désormais, le Conseil économique et social ne sera plus une entité unique et centralisée, mais un réseau de conseils départementaux connectés au terrain à la réalité des citoyens. L'institution dont vous êtes membre a pour principale mission d'assurer la participation de la société civile à la politique économique et sociale du gouvernement, tout en assurant la promotion d'un dialogue constructif entre les différentes catégories socio-professionnelles de notre nation. Elle doit également contribuer à l'évaluation des politiques publiques. De même, vous avez de nouvelles fonctions. Une fonction de relais, une fonction de relève et une fonction de collaboration. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le Conseil économique et social au Bénin, une responsabilité à honorer pour que cette institution ne soit plus un simple témoin, mais un acteur incontournable du progrès national. La réforme du CES s'inscrit dans la dynamique plus large de modernisation des institutions béninoises. En mettant en place un maillage départemental et en redéfinissant son mode de fonctionnement, le législateur veut assurer une meilleure représentativité des acteurs socio-économiques et garantir des avis plus ancrés dans les réalités du pays. Reste désormais à voir comment cette 7e mandature du CES parviendra à insuffler une nouvelle dynamique à l'institution et surtout à prouver son utilité face aux défis du développement économique et social du Bénin. Restons toujours au Conseil économique et social. Le président de la 7e mandature est désormais connu. Il s'agit de Conrad Baguidi. Il a été élu d'un bureau de 3 membres pour diriger l'institution par ses pairs le mercredi 26 février 2025. Les autres membres du bureau élus sont l'ancien président de la Cour constitutionnelle Razaki Amouda Issifou et Emmanuel Golou. Plus de détails dans cet élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale. C'est lui, Conrad Baguidi, qui préside aux destinées du Conseil économique et social. Ce leader prend ainsi les rênes de cette institution réformée. 3 candidats étaient en lice: Razaki Amouda Issifou, Emmanuel Golou et Conrad Baguidi. C'est finalement en ce dernier que ses collègues ont placé leur confiance. L'élection s'est déroulée au cours de la session plénière comme prévu par les tests. C'est donc loin des caméras et micros des journalistes, dans le secret absolu, que les 21 membres ont procédé au vote. Nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. L'élection de Conrad Baguidi à la tête de cette 7e mandature du Conseil économique et social transitoire intervient dans un contexte économique et social en pleine mutation. Pas de temps donc à perdre, il faut passer à l'action. Dans sa mission, Conrad Baguidi pourra s'appuyer sur les 2 autres membres du bureau, Razaki Amouda Issifou et Emmanuel Golou, respectivement 1er et 2e vice-président. Dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates. Nous installerons les conseils départementaux, car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement
les réformes et partager les voies des territoires. Pas donc de répit, c'est un nouveau vent qui souffle pour cette institution qui s'inscrit dans un élan de mise en œuvre efficace des politiques économiques et sociales du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est tenu cette semaine comme à l'accoutumée sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au thème des échanges, plusieurs décisions ont été prises et des nominations aussi ont été prononcées. Le point de la rencontre avec Wilfried Léon-Mbedi, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 février 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, mesures incitatives au profit des praticiens spécialistes, médecins spécialistes et médecins généralistes. Au terme du recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État organisé en 2021 pour le compte du ministère de la Santé, 1331 agents ont pris service et sont restés à leur poste de travail, soit 83% de l'effectif attendu. Si ces efforts permettent de mettre des agents qualifiés à la disposition des formations sanitaires, aux fins de délivrer des prestations appropriées aux populations, il y a cependant que des communes ont besoin d'être mieux couvertes en personnel de santé. C'est pourquoi il s'organise actuellement le recrutement d'agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées appartenant quasi exclusivement au corps des personnels médical et paramédical. En vue de favoriser le maintien au poste des intéressés, il est prévu les mesures incitatives telles qu'une prime d'engagement au service public et à la carrière hospitalière et une indemnité de zone d'exercice aux praticiens spécialistes, aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes. En point 2. Dispositions dérogatoires à la limite d'âge d'accès à la fonction publique pour le recrutement aux emplois publics vacants dans le secteur de la santé. Dans le cadre du concours de recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé, des candidats au profil spécifique comme des médecins spécialistes figurent parmi les postulants mais ont atteint la limite d'âge de 40 ans fixée par la loi portant statut général de la fonction publique pour les catégories B et A. Mais cette même loi prévoit, en son article 261, que l'administration peut recourir au recrutement des agents contractuels de droit public de l'État à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les qualifications requises pour être fonctionnaires de l'État, sont frappés par la limite d'âge du recrutement. Les présentes dispositions dérogatoires permettront donc aux candidats concernés de pouvoir concourir et mettre leur savoir-faire au service du secteur de la santé publique. En lien avec cette mesure dérogatoire et dans le but de permettre la mobilité du personnel de santé en cas de nécessité, le Conseil a également adopté le décret portant modalité de redéploiement par suspension de contrat des agents contractuels de droit public détenteurs de contrats à durée déterminée pour servir dans une structure publique ou parapublique dans le secteur de la santé. Au titre d'autres mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant création, attribution et composition du comité de pilotage des comités de préfiguration des musées, puis création de la réunion des musées publics et approbation de ses statuts. Cette structure sera chargée de la mise en réseau et de la coordination des musées publics et sites patrimoniaux qui seront sous sa tutelle, avec la possibilité d'extension à d'autres structures de nature similaire. Parlons médias à présent. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Kokouloko, a procédé le jeudi 27 février 2025 au siège de l'institution à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Cette rencontre à laquelle ont pris part les conseillers à la HAC, les responsables d'associations de professionnels des médias, ainsi que des responsables des médias de service public et les membres et les cadres de la HAC, a permis au président Edouard Loko d'exposer plusieurs chantiers sur lesquels se penchera la session. Le compte rendu avec nos confrères de la SRTB.
Après son annonce, il y a quelques semaines, la question de l'aide de l'État à la presse privée va occuper une grande place au cours de cette session ordinaire de la HAC. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Et nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Je tiens quand même à vous le dire parce que c'est tout aussi important pour vous que pour nous, parce que cette aide nous permet d'interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d'autres problèmes de la profession. D'autres questions relatives à la régularisation de certains médias en ligne, au renouvellement de la convention ou encore à l'attribution de fréquences seront débattues. Les responsables de presse, au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Il y a des conventions qui sont également déjà arrivées à terme. Nous allons renouveler ces conventions. Ceux qui seront à jour et en rempliraient les conditions. Enfin, il y aura également des fréquences. C'est donc parti pour environ 4 mois de travaux. Des travaux qui vont déboucher sur de nouvelles résolutions en vue de l'amélioration du paysage médiatique au Bénin. Restons toujours dans le même registre. Le vendredi 28 février 2025, l'Union professionnelle des médias du Bénin UPMB a présenté le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias lors d'une conférence de presse tenue à la Maison des médias de Cotonou. Thomas Meyansan, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latoundi, a animé cette rencontre soulignant l'importance de cette actualisation pour mieux encadrer les pratiques journalistiques au Bénin. Elle était avec d'autres responsables d'organisations. Le reportage avec Esaü Télévision. Conformément à la décision issue de la session ordinaire du 21 février 2025, après étude en plénière du projet d'actualisation du Code de déontologie et d'éthique dans les médias, au cours de laquelle l'Assemblée spéciale des bureaux du Conseil du patronat, de la presse, de l'audiovisuel, CNPA Bénin, et de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a validé et adopté le dit projet. L'Assemblée spéciale, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, à jour de sa révision par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Vu le code de déontologie et de la presse béninoise de 1999, vu les conclusions des États généraux de la presse béninoise des années 2002 et 2014, vu le procès verbal d'élection du président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA du Bénin et de son bureau, vu le procès verbal d'élection de la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin et de son bureau, vu la décision de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles sur la sélection des membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM, vu le procès verbal d'élection du président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM, et de son bureau, vu les conclusions du séminaire diagnostique sur la révision du Code de déontologie et d'éthique tenu à Grand Popo en décembre 2023 avec le soutien financier de l'Organisation internationale Médecins du Monde, vu la tournée nationale des journées d'éthique et de déontologie organisée par l'ODEM 9e mandature
pour sensibiliser les médias et recueillir les propositions des professionnels des médias sur la révision du code de déontologie de la presse béninoise. Vu les conclusions des ateliers participatifs départementaux de relecture du code avec le soutien technique et financier du projet Média B, tenu dans la période de février à décembre 2024, vu les conclusions de l'atelier de restitution des premiers travaux de relecture du code tenu au Palais des Congrès avec le soutien technique et financier du projet Média B le 17 octobre 2024, vu les conclusions de l'atelier d'appropriation et d'amendement des nouveaux textes du Code d'éthique et de déontologie par les membres de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias tenue à Grand Popo du 16 au 20 décembre 2024, vu les conclusions de la séance de travail tenue au siège de l'ODEM entre le directeur régional, le représentant résident pays de WIWOD, le staff du projet Média B et les conseillers de l'Observatoire, assistés des membres du bureau de l'Assemblée spéciale le 27 janvier 2025, vu les travaux de relecture des confrères émérites et doyens de la presse béninoise, Noël Alagbada et Léon Bratier, vu le rapport de la réunion du bureau de l'Assemblée spéciale tenue à la Maison des médias, Thomas Méançon, et l'exposé du président de l'ODEM, Ulrich Vital Ahotonji, sur le processus participatif de la relecture du Code le 21 février 2025, l'Assemblée spéciale décide. Article 1er. Le Code de déontologie s'intitule désormais Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin, en parfaite harmonie avec la dénomination de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Article 2. Le Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin est structuré en 3 parties. Un glossaire, 33 articles répartis en 25 devoirs et 8 droits, et pour finir, 12 directives. Article 3. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure contraire. Fait à Cotonou le 21 février 2025 par le président de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, président du CNPA, la vice-présidente de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, présidente de l'UPMB, le vice-président du CNPA, membre du bureau des unions professionnelles des médias, le vice-président de l'UPMB, membre du bureau de l'Assemblée spéciale, le secrétaire général de l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias, secrétaire général de l'UPMB, le secrétaire général adjoint de l'Assemblée spéciale, secrétaire général du CNPA. Je vous remercie. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglou, a officiellement lancé son livre Vers le miracle béninois, l'épreuve du parcours et de la démocratie. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle le jeudi 27 février 2025 dans un hôtel de la place en présence d'éminentes personnalités. Le reportage avec une équipe de la rédaction de ESAE Télévision. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. C'est le chef-d'œuvre de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglou. Cet ouvrage de 323 pages retrace l'histoire, le parcours politique du premier président de l'ère démocratique. Lors d'une conférence nationale souveraine réunissant presque toutes les forces vives de la nation contre la violence et l'arbitraire
pour recouvrer la liberté et ouvrir la voie à un vaste mouvement de démocratisation des structures du pouvoir et de réhabilitation de l'homme noir. Cet élan exemplaire à tout point de vue faisait basculer le pays d'une dictature à la démocratie. Des moments que d'éminentes personnalités du Bénin n'ont pas voulu se faire raconter. Des hommages et des témoignages ont été rendus sur le patriarche pour sa contribution à l'histoire. Je voudrais saluer cette contribution majeure à la construction de notre mémoire collective. Un peuple qui connaît son histoire est un peuple armé pour affronter son avenir. Cet ouvrage vient ainsi enrichir notre patrimoine intellectuel et nourrir la réflexion des générations présentes et futures. J'ai découvert dans sa pratique de gouvernance qu'il est un homme de dialogue. Le président Soglo, que j'ai souvent accompagné dans ses déplacements, m'a permis de rencontrer feu le président Nelson Mandela, et je l'ai accompagné quand fut créé Forum for Africa, qui regroupe les anciens présidents africains, dont Chissano a été élu président, malgré la présence de grandes personnalités comme Jerry Rawlings et tant d'autres, les Tanzaniens, les Nigérians, les Malgaches. Le président Soglo a été choisi pour être vice-président de Forum for Africa, forum dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Nicéphore Dieudonné Soglo est indubitablement le père du Bénin moderne. Il a laissé et laissera une trace inextinguible. Je ne peux qu'être admiratif des chemins qu'il a ouverts, des espoirs qu'il a suscités auprès de nos compatriotes. Mais ce livre est bien plus qu'un livre politique. On y décèlera la dimension personnelle de mon père, qui est profondément un homme de culture. Ce livre de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo expose plusieurs réalités de la vie politique. On montre dans mon livre ce que je voulais montrer et que je voudrais que, indépendamment de toutes les personnalités qui sont venues, que vous puissiez avoir en tête, c'est que tant que tu n'es pas fort, c'est au fond les animaux malades de la peste. Si tu es faible, tu es croqué par un fort. Cet ouvrage, Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie, est un héritage que l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, laisse pour la pérennisation de l'histoire politique du Bénin et de l'Afrique en général. 35 ans après la conférence nationale, un héritage en débat, c'est le thème qui a réuni les juristes, les personnalités et les participants le vendredi dernier à la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique, une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC. Au micro d'une équipe de la rédaction de ZAE Télévision, le docteur Hamzat Gonoukoura, vice-président de l'ABDC, a rappelé l'objectif de cette conférence suivant-le. 35 ans. C'est peu dans la vie d'un État, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc de 90 à ce jour, il fallait marquer un arrêt. Il fallait marquer une pause pour voir si les options qui ont été retenues à la conférence nationale, si ces options-là, l'esprit qui est né de la conférence nationale, l'esprit qui a animé la conférence nationale, si cet esprit-là a été mise en œuvre. En fait, quel bilan peut-on retenir de l'application des résolutions, des options de la conférence nationale? C'est pour ça que nous avons intitulé notre thème, le thème de notre conférence, 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, un héritage en débat. L'héritage, il est riche. Donc la moisson a été bonne à la conférence nationale. Et la mise en œuvre des résolutions de la conférence nationale, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Étant donné que ce sont des hommes qui sont appelés à mettre en œuvre les décisions. Alors, 35 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir? À l'arrivée,
le bilan est mitigé. Il y a des avancées, il y a eu des avancées notables en matière de démocratie, en matière d'état de droit, en matière de liberté. Et il y a aussi des reculs. Voilà le bilan que nous avons voulu faire ensemble avec les participants. Parlons sécurité routière à présent. Le ministre conseiller en charge des infrastructures du cadre de vie, Jacques Ayadi, a eu le mardi 25 février 2025 une séance avec les acteurs du secteur du transport routier. C'était à la direction du transport terrestre et de l'aviation en présence des cadres du ministère de Vie et des Transports, le préfet de l'Atlantique, le directeur général de la police républicaine. Le point des échanges dans cet élément signé nos confrères de la télévision nationale. C'est ça qui fait que les gens sont à 150 km à l'heure. C'est une discussion à bâton rompu entre le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie et les transporteurs. Des échanges avec pour problématique principale la sécurité routière. Les constats de police parlent souvent d'excès de vitesse. Malheureusement, c'est la cause à 80% des cas d'accident. La plupart, il leur suffit de prendre le permis. Après ça, on dirait le code, tout ce qu'ils ont appris, on dirait que ça sort. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut les relancer dans les formations. Lorsque vous voyez l'état du véhicule, on se dit que ce véhicule-là ne pourra jamais se déplacer pour aller dans un centre. Vétusté du parc automobile, chargement au gabarit, valorisation du tarif des transports et excès de vitesse. Autant de sujets abordés pour limiter au minimum les accidents de la route. Le contrôle d'excès de vitesse. Nous savons que nous avons des panneaux qui limitent les vitesses dans les agglomérations. Partout dans le monde, les vitesses sont réglementées. Autre constat qui est fait sur le terrain, c'est les véhicules transformés. Je voudrais surtout insister sur cet aspect, sur cette prise de conscience, pour que nous puissions faire en sorte que nos routes ne soient plus des mouroirs. La sécurité routière, ça met en relation trois choses. C'est l'infrastructure, c'est le véhicule et c'est le conducteur. C'est ce triptyque-là qui permet d'assurer la sécurité routière. Si vous avez une infrastructure parfaite et le conducteur qui est là n'a pas la compétence ou bien n'est pas dans un état normal pour prendre la voiture, ça ne peut pas aller. Mais moi, je vois l'environnement aussi. Nous, au niveau administration, on va faire tout ce qu'il faut pour sortir le cadre législatif qui est en cours, mais de votre côté, là, faites ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez que les véhicules sont branlants, mais vous ne voulez pas qu'on vous les retire parce que ça vous permet de manger. C'est ça, hein? Est-ce qu'il faut mourir pour manger ou bien il faut manger pour vivre? Jacques Ayadi privilégie la sensibilisation qui va permettre la prise de conscience des acteurs. Il donne ainsi le ton avec cette descente sur le parc auto de Djonké. Parlons religion à présent. Depuis ce samedi 1er mars 2025, les musulmans ont entamé le mois de Ramadan, un mois au cours duquel les fidèles sont invités à adopter des comportements de piété et de partage. Mais ce mois est également marqué par des prières et coutumes de divers ordres telles que les prières de Tahari. Que comprendre de ces prières et quel en est l'intérêt pour les fidèles musulmans? Réponse avec Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modo-Comé. Il s'exprime au micro d'une équipe de la rédaction de Isaïe Télévision. La prière communément appelée Hachamou, qu'on connaît sous l'appellation de Tarawi en arabe, c'est une prière surérogatoire. Quand je dis surérogatoire, c'est-à-dire que c'est une sunna, une tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Il avait l'habitude de célébrer ces prières-là. Donc, c'est une prière qui annonce l'arrivée du mois de Ramadan et qui s'effectue spécialement dans le mois de Ramadan. Le fidèle musulman qui se permet d'être assidu dans ces prières qui s'effectuent en réalité juste après la prière de Ishaï, c'est-à-dire la prière de 20h, la dernière prière parmi les 5 prières obligatoires que le musulman doit effectuer quotidiennement. Lorsque le musulman s'attelle à effectuer ces prières surérogatoires
appelé Tarawih à Chamou. C'est dit dans un hadith, dans une tradition du prophète, que une telle personne verra tous les péchés qu'il a eu à commettre durant les années antérieures. Il verra ces péchés-là qui seront pardonnés auprès de son Seigneur. La prière de Achamou en congrégation est une prière qui amène le musulman à se rapprocher plus de son Seigneur. Dans certaines mosquées, il est organisé lors de ces prières surrogatoires appelées Tarawih, la lecture complète du Coran durant les nuits du mois de Ramadan où on fait ces prières-là. C'est-à-dire que les mosquées s'organisent et c'est avec le Coran complet. Donc c'est une occasion pour le musulman qui va à la mosquée d'écouter, de vivre la lecture du Coran et d'avoir le temps de méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que cette prière en congrégation, le prophète ne l'a pas toujours fait en congrégation. Il l'a fait, mais à un moment donné, à un certain moment, il l'a fait seul et il l'a fait avec quelques disciples en privé pour éviter que les gens ne prennent pas cela comme étant une obligation. C'est à l'arrivée du calife, c'est-à-dire du successeur Omar ibn al-Khattab, que lui, il a prescrit en commun, et cela se fait depuis ce moment-là en congrégation. Toujours est-il que ce n'est pas une obligation, mais ces mérites sont tellement forts qu'il est important de le faire en congrégation pour pouvoir se rapprocher plus de son Seigneur et vivre aussi l'union, le mélange entre les frères et sœurs musulmans, se connaître davantage et vivre ce moment fort du mois de Ramadan ensemble en communauté. Ce samedi 1er mars 2025, le Centre international de formation à l'expertise comptable a reçu ses étudiants et parents d'étudiants pour passer une journée de porte ouverte. L'occasion a été saisie pour présenter le nouveau siège de l'institution, le film de la cérémonie dans ce reportage signé de nos reporters. Le Centre international de formation à l'expertise comptable a ouvert les portes de son nouveau site à ses étudiants et parents d'étudiants. L'objectif, présenter le nouveau visage du CIFEC Bénin. Comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, donc c'est très important de mettre tout à disposition des étudiants. Lorsque l'étudiant est confortable, les résultats suivent. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé rapidement de ne pas même attendre en début d'année pour offrir ce siège aux étudiants. Et nous avons décidé de l'offrir dès maintenant, c'est-à-dire ce 1er mars-là. Un nouveau visage qui non seulement plaît aux futurs locataires, mais constitue une source de motivation pour de meilleurs résultats. Ce facteur va nous permettre de nous donner plus dans le travail et c'est une joie pour moi, contrairement aux conditions qu'on vivait dans l'ancien établissement, surtout dans ma salle. Ceux qui sont passés savaient qu'il avait une chaleur extrême. Maintenant, nous sommes dans un lieu espacé, aéré, avec des climatiseurs partout. Pour les parents d'étudiants, le nouveau CIFEC répond à leur ambition d'offrir à leurs enfants un excellent cadre d'épanouissement. Occasion pour eux de promettre aux étudiants ainsi qu'aux membres de l'administration du CIFEC leur accompagnement. Mon épouse me disait qu'elle est passée ici hier et que c'était magnifique. Bon, moi j'aime tout ce qui est beau. Et quand je suis rentré, j'ai déjà vu les marques de la beauté, de la bonne finition. Et je suis très content du cadre. Lorsque vous étudiez dans un bon cadre, c'est un facteur de motivation. L'année passée, c'est 100%. Cette année aussi, c'est 100%. Et que Dieu vous guide et que son esprit vous éclaire de jour en jour pour que vous puissiez aller toujours de l'avant. Cette cérémonie inaugurale a été ponctuée par la bénédiction des différentes salles, des séries de prières, buffets et cocktails offerts aux invités. Parlons Canénois. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, n'est plus le représentant de l'État dans le département du Zou, est passé de vie à trépas dans la soirée du mardi 25 février 2025 suite à une crise que sait-on à propos de Firmin Couton. Élément de réponse dans cette capsule vidéo réalisée par la SRTB. C'est un haut fonctionnaire de l'administration territoriale qui s'en est allé. Firmin Couton,
préfet du département du Zou, est décédé ce mardi 25 février 2025 des suites d'une crise. Administrateur chevronné, il était à la tête du département du Zou depuis 2016, année de sa nomination. Il a géré avec rigueur et détermination les dossiers de ce département du Bénin. Sa disparition brutale laisse un sentiment de stupeur au sein de l'administration territoriale. Ses actions témoignent de son attachement au respect des règles et à la bonne gouvernance. L'illustre disparu a été, avant sa nomination à la tête de ce département, chargé de mission à la préfecture du Zou de 2011 à 2016. Son départ laisse un grand vide. Il prive ainsi le Bénin d'un homme engagé au service de l'administration publique et d'un développement éclairé. Le 29 mai 2025, la Banque africaine de développement élira son nouveau président. 5 candidats sont en lice pour succéder à Akiwumi Adesina. Voici ce qu'il faut savoir à leur sujet, une réalisation de la télévision nationale. La prochaine élection du président de la Banque africaine de développement BAD est prévue pour le 29 mai 2025. Le comité directeur du Conseil des gouverneurs sur l'élection s'est réuni les 11 et 12 février dernier au siège du groupe de la banque à Abidjan en Côte d'Ivoire pour valider la candidature de Amadou Hott, ancien ministre de l'économie du Sénégal de 2017 à 2022. Mais jusqu'à preuve de contraire, le futur président de la BAD ne viendrait pas de l'Afrique de l'Ouest. Sidi Ould Tah, ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, de 2008 à 2015. Il aurait bénéficié du soutien de la Côte d'Ivoire. Samuel Mzele Maimbo, économiste zambien. Abbas Mahamat Toli, tchadien et ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale de 2017 à 2021. Il est le premier à se déclarer, avec le soutien de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Et la seule femme du lot, Bajaboulé Swazi Tchabalala, sud-africaine et ancienne vice-présidente de la BAD. Au cours de son assemblée générale annuelle qui va se tenir du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, le Conseil des gouverneurs de la BAD va élire le successeur de Adesina Akiwumi, l'actuel président de la BAD, conformément au calendrier et aux procédures relatives à l'élection. Le candidat ou la candidate élue à la fonction de président de la Banque africaine de développement aura un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, pour gérer les affaires courantes de la banque sous la supervision du conseil d'administration. Le port autonome de Cotonou a 60 ans cette année, en prélude à la célébration de l'événement qui aura lieu du 21 au 29 mars 2025. Une conférence de presse a été tenue le mardi 25 février 2025 à la direction générale du port en vue d'annoncer les grandes lignes. Le compte-rendu de la conférence avec nos confrères de la télévision nationale. Le port autonome de Cotonou célèbre cette année 6 décennies d'existence. Depuis mars 1965, cette institution emblématique a su s'imposer comme un secteur essentiel du développement économique national et sous-régional. Ces 60 belles années ont vu se succéder des équipes visionnaires et déterminées. Poumon de l'économie béninoise, le port autonome de Cotonou veut combiner ces moments de festin à des séances de réflexion pour se positionner davantage dans l'univers portuaire international. Aujourd'hui, sans fausse modestie, nous pouvons affirmer avec fierté que le port autonome de Cotonou a trouvé sa voie, n'est-ce pas, et suit son chemin d'une phase de modernisation et d'innovation continue. Cette célébration se veut pas seulement un hommage au passé, mais aussi une projection vers le futur. Les pères fondateurs de l'indépendance du Bénin ont compris qu'il fallait le port pour une économie prospère. Et pour ceux qui connaissent la dynamique des tresseurs de cordes, les équipes se sont succédées, les régimes se sont succédés, les personnes se sont succédées, les acteurs se sont succédés pour que le port soit aujourd'hui celui que nous connaissons qui est en plein développement. En
pleine rénovation, j'allais dire en pleine explosion. 60 ans d'existence, le port autonome de Cotonou entend marquer d'une pierre blanche l'événement pour un nouveau départ. Démarrée depuis le 19 février 2025, la 15e édition de la fête identitaire Wemekwe a connu son apothéose le 23 février dernier dans la commune des Agégués avec la grande réjouissance populaire qui a permis une fois encore aux filles et fils de la vallée de l'Ouémé, d'ici et de la diaspora, de célébrer les moments de retrouvailles et de fraternité autour de la valorisation de leur culture. Le récit de la célébration avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Personnalités de haut niveau ont marqué de leur présence cette messe de clôture de la 15e édition de Wemekwe dans la commune des Agégués. Dans son homélie, le père célébrant, Monseigneur Aristide Gonzalo, a donné des enseignements qui ont trait à l'amour et au pardon. Jésus nous exhorte à ne pas condamner, mais à pardonner. En renonçant à la vengeance, nous rompons le cercle vicieux de la violence. Car si nous portons un coup, nous donnons une raison à l'adversaire de nous donner un coup en retour. On n'en finit plus, car la violence entraîne la violence. Jésus déclare, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Au-delà de l'Eucharistie, l'honneur est revenu au coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, de remercier tous ceux qui, par leur participation, ont rehaussé l'éclat de cette 15e édition. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour les nombreuses infrastructures, notamment les routes, qui vont désenclaver certaines localités de la vallée et précisément la commune des Agégués. Qui l'eût cru, il y a encore quelques petites années, le désenclavement quasi total des Agégués par une voie terrestre bien bitumée ainsi que celui de toutes les localités riveraines de celle-ci est en passe de devenir une réalité bien tangible. Et cerise sur le gâteau, nous avons eu droit à un grand pont de plus de 100 mètres sur le fleuve Ouémé pour pénétrer le cœur de cette cité lacustre des Agégués et rendre l'accès facile, entre autres, à deux de ses plus grandes agglomérations que sont Kouédomé et Zongabé. Le mérite de ces grands travaux revient à notre gouvernement à qui nous voudrions ici rendre un vibrant hommage. Heureux de s'être retrouvés, d'avoir partagé des moments véritablement festifs, les fils et filles de la vallée de l'Ouémé se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition de leurs retrouvailles qui auront lieu dans la commune de Bonou. Placé sous le thème « Tisser les liens, le narratif africain à travers l'art », la 3e édition du Festival international des arts du Bénin a démarré depuis le 21 février dernier. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision nationale. Le FINAB avec l'art au Bénin, ce sera un pari relevé, un défi gagné aussi. De la littérature dans l'ère du FINAB. Air, synonyme de son et de ton, de sonorité et de tonalité. Et le ton est donné par la galerie Annie, qui converse au-delà d'un anniversaire de l'art et de l'artisanat béninois et africain. La galerie Annie expose et vend des objets d'art, notamment des tableaux modernes, des tableaux contemporains. Et nous nous penchons aussi sur l'artisanat. Donc nous vendons des articles artisanaux. Et tout ça, c'est réalisé par nos artisans, nos plasticiens, nos artistes béninois. Et nous nous tournons aussi vers les Africains parce que la galerie Annie prône pour le panafricanisme. De la peinture à l'écriture, la littérature est toujours dans l'ère du FINAB. Ère synonyme ici d'espace, de surface, d'endroit et de lieu. Et l'espace est numérique avec Book Connect, la librairie qui vend en ligne et qui expose ici en live dans l'un des stands au Festival international des arts du Bénin initié par Ulrich Ajovi. Et pour le promoteur Augustino Bessin Eliezer Agbemavo, Book Connect est l'une des meilleures entrées dans le monde des lecteurs.
de la lecture à l'écriture universitaire. La littérature est encore dans l'ère du FINAB. Ère ici étant synonyme de période et de temps. Et le temps est signé ESE pour des études supérieures à l'étranger. Un cabinet conseil spécialisé dans l'orientation et l'accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures hors du Bénin. Et pour Sosten Abiassi, l'un des animateurs du stand, l'ESE participe pleinement à la littérature du FINAB 2025 comme événement sensationnel. Sport dans cette édition à présent, ce samedi 1er mars 2025, Banigansé FC et Abeille FC se sont affrontés sur le stade communal de Tchaourou dans le cadre de la 20e journée de la Ligue Pro. Un match mené par Banigansé dès le coup d'envoi. Suivant dans cet élément les impressions des coachs des deux clubs. Mon impression, c'est que le match a été bien déroulé. Et l'équipe adverse a eu la chance en première partie. En seconde minute, il a pu gagner. Et l'équipe de Abel n'a pas démérité. À la deuxième partie, il a pu égaliser par coup franc. Amertume. Parce que nous venons de laisser passer 3 points. 2 points, je vais dire. Quand on prend en fait l'ensemble des 2 matchs, que j'ai pris au fait 3 à l'aller et que je perds au fait 2 ici, je crois que le match a laissé filer 2 points. Il fallait quand même reprendre avec 3 points encore. Ça s'est tenu à un coup de pouce, mais c'est ça le football. Quand on prend alors la physionomie du match et qu'on voit 1-1, ils n'ont pas volé non plus. Et donc pour moi, score de parité mérité, mais là je suis pas un peu déçu. Ce qui n'a pas marché, c'est beaucoup plus la fraîcheur physique. J'ai remarqué, surtout en deuxième partie, il nous a manqué assez de fraîcheur physique. Et les rares occasions qu'on a eues, on n'a pas su les concrétiser. Toutes choses qu'on a réussi à faire en, fait, en première partie très vite sur la balle de l'entame qui donne en fait, le but. Là, on en a eu 2 autres en seconde partie, mais c'est pas allé. Bof, c'est bon pour le moral. On travaillera à aller chercher d'autres points maintenant. Parlons à présent des résultats des autres matchs entrant dans le cadre de la 20e journée de la Ligue Pro. Comme je l'annonçais, Banigansé et Abeille se sont quittés sur le score de 1 but partout. Boa FC a Estonnet 3-2, Dynamique FC, Panthère FC 0-2, Dynamo de Parakou, Damissa FC 0-3, Adidia FC, Requin FC 0 but partout, AS Police, AS Cotonou 0-1, la JAC et la Jeunesse Sportive de Kobe se sont quittés sur le score de 1-0, USS Kraké, Aspac 0-1, BKFC, Espoir de Savalou 2-0, Buf FC, Takune FC 1-0, Cavalier FC, Loto Popo 1-0, Audio FC, Dynamo d'Abomey 1-0. Real Sport d'Adi FC 1-3, Aziza FC, Aïma FC 1-0. Même score pour Dragon FC et Asvo. Sitatunga FC, Étoile Filante 3-1. Sobemap, Coton FC se sont quittés sur le score de 0 but partout. Voilà, c'est sur ces résultats des matchs entrant dans le cadre de la 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée et agréable soirée à tout un chacun.